Ok, encore une fois, bonsoir, chers étudiants. Donc, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Question de continuer avec le cours de gestion des coopératives. Et auparavant, nous avons vu certains points. Par exemple, l'objectif du cours. Ok, donc on a parlé également de l'histoire de la coopérative à travers le monde, l'histoire de la coopérative à travers le pays d'Haïti. Donc, nous avons à voir un ensemble de points qui est relatif au cours. Nous avons également parlé de la raison d'être de la coopérative, nous avons parlé de modalités d'évaluation, et ensuite, nous avons parlé du programme. On dit que le cours devrait donner à travers 15 séances, mais on va essayer de voir les essentiels à travers 10 séances. Okay? Nous avons vu également la généralité du cours et surtout en ce qui concerne la compréhension du terme gestion. On a dit que la gestion, c'est la capacité non seulement de planifier, d'organiser, de contrôler, de décider à travers des démarches scientifiques. Donc, ça, c'est la gestion. On a parlé également de l'entreprise. L'entreprise qui a beaucoup de définitions, mais nous avons mis accent surtout sur la définition qui faisant croire que l'entreprise est une entité économique et institutionnelle qui transforme des ressources diverses en biens et au service au profit d'un tiers. Donc, c'est l'ensemble de ces activités ou du l'ensemble de ces points que nous avons vus tout au long de la dispensation du cours à travers la première séance. Aujourd'hui, nous allons baser sur les concepts de base de la coopérative. Nous allons parler des concepts de base de la coopérative. Oui, disons mieux que nous allons parler de l'association. C'est quoi une association? Une association, c'est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances, leurs activités dans un but autre que celui de partager des fonds. Il y a différentes sortes d'associations, mais cependant, lorsqu'on parle de l'association, on n'a pas vraiment un intérêt particulier sur la question du profit. Donc, si on s'organise tout simplement dans le but de s'entraider, de pratiquer ce qu'on appelle l'entraide. Et on a parlé également pour essayer de réaliser des activités ou du moins des points communs pour satisfaire les besoins personnels et interpersonnels, du moins les besoins communs d'une entité ou d'un ensemble de personnes. Donc ça, c'est l'association. Il ne faut pas confondre une association avec une entreprise. Une entreprise, sa mission première, c'est d'abord de maximiser les profits. Tandis qu'une association est donc un groupement à but non lucratif. Lorsqu'on parle d'un groupement à but non lucratif, ça veut dire que c'est un groupement qui n'a pas vraiment comme intérêt, comme mission principale de maximiser des profits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'association. On devrait voir également la coopérative en son ensemble. On dit qu'une coopérative, c'est une entité autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs besoins, les aspirations et les besoins sociaux, économiques, culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective pour le pouvoir exercer démocratiquement. Lorsqu'on dit que c'est une entité autonome, ça veut dire que c'est une entité qui est là, ne dépend pas vraiment d'autres secteurs, par exemple de l'État, d'autres entreprises, mais c'est une entité qui est autonome, donc qui a la capacité de auto-gérer, faire ce qu'on appelle une sorte d'autogestion. Donc,
il y a des personnes qu'on est élues démocratiquement pour assurer la direction de la coopérative. On n'a pas besoin d'être dicté, qu'elle soit de la part de l'État, mais également de la part d'une entité internationale. Okay? Donc, une coopérative, les gens ont la capacité de gérer l'association. On dit volontairement réunis. Lorsqu'on parle de volontariat, ça veut dire que ce ne sont pas des personnes, les gens qui font partie des coopératives ne sont pas des personnes qui sont obligées, qui sont menacées de faire partie, mais ce sont des personnes qui sont là volontairement, qui acceptent de faire partie d'un groupement, ok, pour essayer de développer des points communs et de satisfaire certains besoins économiques, sociaux, culturels communs. Ok, on parle de propriété collective. Lorsqu'on parle de propriété collective, la coopérative n'appartient pas à une personne bien déterminée. La coopérative, c'est appartenir à un ensemble de personnes, donc les gens qui ont des parts sociales. Donc ces gens sont tous et sont tous des propriétaires de la coopérative. Une fois que la personne a un part social, la personne fait partie responsable du fait partie des membres propriétaires de la coopérative. Okay? On dit que la coopérative s'inscrit dans l'économie solidaire et peut s'inscrire dans une dynamique de transition écologique et sociale. Lorsqu'on parle et s'inscrire dans une dynamique de transition écologique sociale, ça veut dire que la coopérative est là non seulement pour essayer de satisfaire les besoins des personnes, mais également de prendre soin de la communauté, écologiquement parlant, de protéger la communauté. C'est pourquoi il y a des coopératives qui sont là pour une question de faire des nettoyages, qui font des activités écologiques, permettent à garder l'environnement de façon convenable. Social, c'est parce qu'il y a une sorte d'entraide qui existe entre les personnes, il y a une sorte de partage de priorité, partage d'informations, partage de formation qui permet à chaque personne qui s'y trouve à travers une coopérative de puiser de quelque chose en d'autres personnes. Par exemple, une personne est dans la coopérative, elle a la capacité de former les gens. Donc, cette personne va partager ses connaissances à travers les autres membres qui se trouvent à travers la coopérative. On parle de définition de la coopérative selon l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail définit la coopérative comme des sociétés de personnes de type particulier fondées sur des pratiques d'union, de solidarité, d'entraide mutuelle, dont les membres se sont volontairement regroupés pour atteindre un but de développement économique et social commun par la constitution d'une entreprise qui gère démocratiquement à leurs avantages, à leurs risques communs et au fonctionnement de laquelle ils s'engagent à participer activement. On dit que c'est une société de personnes de type particulier fondée sur des pratiques d'union. Ça veut dire que la coopérative a une caractéristique qui est exceptionnelle. La caractéristique s'agit de ce qu'on appelle la tête ensemble. Donc, cette tête ensemble, c'est union, c'est entraide. Donc, ça veut dire que non seulement on unit nos forces, nos capacités, nos ressources pour essayer de les transformer à travers une entreprise, une forme d'entreprise, et question de développer notre capacité et améliorer notre condition socio-économique. Okay? On parle de entraide mutuelle, ça veut dire qu'à travers la coopérative, donc je vous aide et vous également vous m'aidez. Ça veut dire qu'on est deux dans une coopérative, donc vous pouvez m'aider et moi je peux en retour vous aider. Prenons un exemple très simple. Dans le cas haïtien, comme on est haïtien, imaginez que vous avez une coopérative d'épargne de crédit. Donc, vous avez un moment bien déterminé pour que vous avez fait un prêt pour monter un business. Donc, tout le monde qui fait partie de la coopérative, là, vous fait dépôt d'épargne dans la coopérative, là, ou même vous êtes capable de mettre l'argent ça pour faire un développement. En retour,
Mais même tout si besoin prêter en somme pour mal faire notre business. Donc, même là, j'ai tout l'autre mieux capable de même, en partie capable de même, pour nous capable pour un accès après, pour nous développer une entreprise pour nous. Ok, ça c'est l'entraide mutuelle. On dit que dont les membres se sont volontairement regroupés, comme je viens de le dire auparavant, c'est une entité qui fait part de ce qu'on appelle le volontariat. Donc on ne peut pas obliger une personne, on ne peut pas également exclure une personne qui veut faire partie d'une coopérative, vu que la personne est capable de respecter les règles de base de la coopérative, la personne a le droit de participer et la personne n'est pas, n'a pas le droit d'être contrainte de faire quelque chose de moins de faire partie de la coopérative. Donc, c'est ce qu'on appelle le volontariat qui existe dans la coopérative. Pour atteindre un but de développement économique, bien, donc toute coopérative et la principale mission de toute coopérative, c'est l'amélioration des conditions socio-économiques des membres. Donc, la finalité, c'est toujours l'amélioration des conditions socio-économiques des membres. Donc, en gros, ça, c'est la présentation de la coopérative. Ensuite, excusez-moi, okay. Maintenant, on parle de fédération. C'est quoi une fédération en matière de coopération? Donc, une fédération, c'est une association de coopératives ou de sociétés coopératives qui vise la défense des intérêts du mouvement coopératif au niveau national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fédération, c'est un regroupement de coopératives. Donc, par exemple, au Cap haïtien, nous avons Caisse populaire fraternité, nous avons Caisse populaire et caisse solidarité, nous avons d'autres caisses populaires. Donc, ces caisses populaires peuvent composer ce qu'on appelle un faisceau, donc un regroupement. Ce regroupement va prendre le nom d'une fédération. La fédération, c'est lorsqu'il y a un ensemble de coopératives qui existent. Ça, c'est la fédération. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les unions. C'est quoi une union? Une union, c'est une composition de fédération. Donc, la fédération peut être une entité locale, l'union peut être une entité nationale. Dans le cas où il y a une fédération cap-haïtien, des coopératives, il y a une fédération à Port-au-Prince. Donc, une fois qu'on met cette coopérative, cette fédération ensemble, ça constitue ce qu'on appelle une union. Donc, en termes d'explication, non-fédération, c'est un regroupement de plusieurs coopératives. Et en dans coopérative si fédération qui sont dans des localités, dans des villes, donc vous mettez toute fédération ensemble, donc ça va le constituer ça une union. Différence entre fédération et union. Fédération, c'est un regroupement de coopératives. Et puis, union, c'est un regroupement de fédération. Donc, union est beaucoup plus large par rapport à la fédération. Okay? Ok. Maintenant, nous arrivons dans un thème très très important qui c'est le paradigme coopératif et son fonctionnement. C'est quoi un paradigme? Le paradigme est un modèle rationnel qui s'élabore à partir des consistances fondamentales suivantes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle coopération particulièrement de l'être humain. Donc, d'après le paradigme, c'est un fait tout à fait normal que les gens se mettent ensemble pour question de et essayer d'entraider et de réaliser des activités qui ne peuvent pas faire de façon personnelle. Par exemple, aujourd'hui, avec la carence de l'économie, avec le faible revenu des gens, donc une personne ne peut pas mettre à lui seul une entreprise. Donc, il y a peu de gens qui peuvent arriver à mettre en place une entreprise. Mais si la personne a un accès à des prêts qui sortent de divers horizons, parce que si je mets mon argent dans la coopérative, une autre personne met son argent, une autre personne encore met son argent dans la coopérative. Donc, il y a assez d'argent, assez de montants qui peuvent permettre à la personne d'accéder à un prêt bien déterminé et ensuite la personne peut en profiter. Donc, ça c'est le paradigme.
côté monsieur Rounel là, sous besoin de laptop là, on va passer. Et moi, quand tu travailles sur lui, d'accord. Sous besoin de la côté monsieur Rounel là. Oui, c'est ça. On dit que le paradigme également est une des valeurs correspondantes et enfin, le paradigme désignant des finalités extensives spécifiques. Donc ça, ce sont les constances fondamentales du paradigme. Caractéristiques du paradigme. Le paradigme, il précise notre fonctionnement en groupe, en communauté et en société en acceptant des règles, des normes et une façon de se concevoir. Il peut être dominant ou comparatif ou comparatif. Il peut être réducteur ou civilisateur. Ils sont présents partout. Il est une réalité dynamique qui change dans le temps. Il précise notre fonctionnement. Donc, le paradigme dit exactement comment nous fonctionnons à travers le groupe. OK? Et le paradigme est un dominant coopératif. Dominant, c'est dans le sens que on peut faire partie d'un groupe et on peut être un leader, on peut dominer une personne ou quelqu'un et en fonction d'une réalité. Donc la capacité de leadership, d'influence d'une personne peut l'aider à dominer le lieu ou du moins l'espace dont la personne fait partie. Et ça peut être coopératif dans le cas où la personne peut être comparée à travers d'autres personnes. Donc on peut comparer les connaissances, les capacités, les activités à faire, tout ça. Donc ça, ce sont les caractéristiques du paradigme. Et puis, il peut être réducteur ou civilisateur. Civilisateur dans le sens que ça peut concerner toute une civilisation, tout un siècle. Donc, on a établi un système de vivre ensemble, de débat, d'entraide entre nous. Ils sont présents partout parce que, à travers le monde, vous allez toujours avoir, il y aura toujours des gens qui se mettent ensemble, question d'élaborer leur futur, en termes de relations humaines. OK? Et ils sont présents partout, tout le monde, n'importe où, il y aura toujours des gens qui se mettent ensemble pour pouvoir améliorer leurs conditions socio-économiques. C'est une réalité dynamique qui change dans le temps. Ça peut changer parce que la façon dont on peut se mettre pour fonctionner autrefois, donc ça peut changer, ça peut varier en fonction du temps, en fonction du lieu où l'on est. Ça, ce sont les caractéristiques du paradigme. Les grandes finalités de la coopérative, c'est la personne et son humanité. C'est le développement du milieu et son environnement. Ça, c'est la finalité de la coopérative. OK? Donc, qu'est-ce que ça va obliger, susciter, disons, c'est améliorer le mieux-être des citoyens, membres, donc ceux qui participent, qui sont membres de la coopérative. Donc, la finalité va améliorer le mieux-être des citoyens. D'autres, on va construire l'avenir d'une communauté. Donc, à travers une coopérative, on peut faire des prévisions de la communauté, des prévisions dans le futur. Donc, après X temps, voilà où on voulait que la coopérative soit. Il faut également faire fructifier la coopérative pour les générations futures. Donc, ça veut dire qu'il est important de promouvoir des situations permettant à faire fructifier la coopérative pour l'avenir, soit un levier permanent pour réaliser des projets citoyens. Donc la coopérative est là également pour permettre aux gens de réaliser des projets citoyens. Donc c'est un ensemble de caractéristiques, des grandes finalités de la coopérative. OK? Donc, ce sont les caractéristiques, du moins les finalités de la coopérative. Maintenant, nous enchaînons, nous allons différence entre coopérative et compagnie. Lorsqu'on parle de compagnie, on voit les entreprises. Et encore mieux, les entreprises les entreprises par action, du moins entreprises qui contiennent des actionnaires. OK? Société par action. Donc, en coopérative, on parle de sociétaires. Ce sont les gens membres, ce sont les gens qui sont propriétaires, copropriétaires de la coopérative. On parle de sociétaires.
Tandis que dans la compagnie, on parle de actionnaire, ou du moins on parle de... Et il y a un autre terme qu'on utilise, mais c'est actionnaire, par exemple, dans la compagnie. OK? Tandis que on parle de compagnie. OK? Dans les coopératives, on parle de membres sociétaires et dans la compagnie, on parle de actionnaires. Dans les coopératives, on parle de trop perçu. En entreprise, on parle de profit. C'est quoi trop perçu? Trop perçu, c'est une quantité perçue de trop. Par exemple, si vous voyez dans les entreprises, lorsque les ventes sont supérieures à l'ensemble des charges, ok? Donc, on parle que l'entreprise fait un profit, donc fait un bénéfice. Un bénéfice. Ok? Maintenant, dans la coopérative, on ne parle pas de profit, on ne parle pas de bénéfice, on parle de trop perçu. Donc, on dit tout simplement c'est une somme perçue de trop, donc qui est supérieure à ce qu'on attend, donc aux dépenses. Ok? Donc, ce que nous avons entré, les entrées de fonds, du moins les entrées, sont supérieures aux déboursés. Donc, ça veut dire que là, on parle de trop perçu. Tandis que dans les compagnies, dans les entreprises, on va parler de profit. Dans la coopérative, on parle de ristourne. Dans les entreprises, on parle de dividende. C'est quoi une dividende? Une dividende, dans la partie considérée comme profit dans une entreprise, donc il y a une partie qu'on partage aux actionnaires. Donc, ce qu'on partage aux actionnaires, s'appelle dividende. Dans les coopératives, on ne parle pas de dividende, on parle de préférence de ristourne. Donc, pour mieux expliquer la dividende, par exemple, si l'entreprise a fait un bénéfice de $20, dans $20 là, l'entreprise a dit bon, on va payer $18 actionnaire. $18, ça oui, les dividendes. Par exemple, dans la coopérative, on va parler de dividendes, on va parler de ristourne. Donc, c'est la différence. Ristourne, c'est pour les coopératives, dividende, c'est pour les compagnies. Dans les coopératives, une personne, un vote, une action. Dans les compagnies, une action, une vote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les coopératives, lorsqu'une personne demande, quelle que soit la quantité de parts sociales que cette personne est détenteur, donc généralement, lorsque la personne vote, donc et cette personne constitue une voix, un vote. Tandis que dans les entreprises, ce sont les actions. Une personne peut avoir 10% des actions, la personne peut avoir 50% d'actions. Donc, si la personne a voté, une vote de la personne signifie qu'il y a 50% d'actions qui est votée pour. Donc, la quantité, si par exemple j'ai 10 actions, donc une fois que je vote pour 10, je vote pour 10 et personne voit. Ok? Si par exemple une personne a 55% d'actions, donc dans les entreprises, société par action, on considère cette personne comme le premier propriétaire de l'entreprise. Pourquoi? C'est parce que si la personne a 50% de l'action, bien que tout l'ensemble des actionnaires peut voter pour une décision, mais si la personne a lui seul vote pour une décision, c'est sa vote qui va être éligible. Pourquoi? Parce que la personne détient beaucoup plus de pourcentage d'actions. Ok? Dans les coopératives, on parle de déclaration d'association. Ok? Tandis que dans les compagnies, on parle de requête en incorporation. Déclaration d'association, ça veut dire que l'association va faire une déclaration pour dire qu'on est en exercice, on est en fonction, on va passer à question de légalisation. Mais dans la compagnie, on ne parle pas de déclaration d'association, on parle de requête en incorporation. Ce sont les thèmes qui se changent, mais ce sont les mêmes, presque je pourrais dire, les mêmes activités. Mais cependant,
les thèmes techniques sont un peu différents. Et puis, pour la coopérative, on parle de usagers. Usagers sont des gens qui sont bénéficiaires, ou du moins qui constituent la clientèle de la coopérative. Donc, mais dans les coopératives, on n'utilise pas le terme client, on utilise le terme usager, tandis que dans les compagnies, on parle de client. Au lieu de usager, on parle de client. Okay? Dans les coopératives, la coopérative a un but lucratif, non lucratif, pardon, tandis que les coopératives, les compagnies ont un but lucratif, pardon, c'est une erreur dans la, la présentation de PowerPoint. Donc, c'est plutôt la coopérative qui a un but non lucratif, tandis que la compagnie a un but lucratif. Lorsqu'on parle de but lucratif, là, l'entreprise a une mission de maximiser les profits, tandis que la coopérative n'a pas une mission de maximiser les profits. C'est pour cela on dit que la coopérative a un but non lucratif, tandis que la compagnie a un but lucratif. Okay? Donc, ce sont les différences de termes techniques qu'il y a entre coopérative et compagnie. Okay? On dit dans les compagnies, on parle de sociétaire, tandis que dans les compagnies, on parle d'actionnaire. Dans les coopératives, on parle de sociétaire. Dans les coopératives, on parle de taux perçu. Dans les compagnies, on parle de profit. Dans les compagnies, on parle de ristourne. Dans les coopératives, on parle de ristourne. Dans les compagnies, on parle de dividende. Dans les coopératives, on dit une personne, une vote. Dans les entreprises, une action, une vote. Dans les coopératives, on parle de déclaration d'association. Dans les compagnies, on parle de requête en incorporation. Dans les coopératives, on parle de usager. Dans la compagnie, on parle de client. Dans les coopératives, on parle de but lucratif, non lucratif, tandis que dans les compagnies, on parle de but non lucratif. Donc, c'est un ensemble de définitions axées sur des termes techniques, donc qui fait la différence entre les jargons de la coopérative et ceux de la compagnie. Donc, nous sommes arrivés dans ce qu'on appelle les types de membres dans la coopérative. Dans la coopérative, il y a divers types de membres. Okay? Il y a les sociétaires, il y a les usagers et il y a les bénéficiaires. Okay? Dans les coopératives, il y a 3 types de membres. Il y a les sociétaires, il y a les usagers et il y a les bénéficiaires. Quels sont les sociétaires? Les sociétaires, ce sont ceux qui prennent les décisions. Donc, une fois que la personne fait partie du conseil administratif, du conseil et de gestion, du conseil de surveillance, donc cette personne est une sociétaire parce qu'il est là, il peut prendre des décisions. Et il y a également les usagers. Les usagers, ce sont les gens qui ne sont pas vraiment propriétaires en particulier, mais ce sont des gens qui viennent bénéficier des services. Donc, si c'était dans une entreprise, une compagnie, on aura à parler de clients. Donc, ces personnes ne possèdent pas de part sociale vraiment. Ils sont là simplement pour constituer la clientèle de la coopérative. Ces personnes n'ont pas besoin. Imaginez-vous que vous avez une coopérative agricole. Donc, les gens qui veulent acheter les produits agricoles ne sont pas des membres, ce sont des usagers, ce sont des clients. Mais comme dans la coopérative, on n'utilise pas le terme client, donc on parle de usagers. Et enfin, il y a les bénéficiaires ce sont ceux qui reçoivent de ristourne. Ce sont les gens, au moment où il y a une sorte de trop perçu, une quantité perçue de trop, on peut redistribuer ça aux membres. Donc, ce sont les bénéficiaires. Donc, vous voyez. Mais une personne peut être à la fois membre, sociétaire, usager et bénéficiaire. La personne peut être sociétaire, usager et bénéficiaire. Sociétaire dans les cas où la personne fait partie d'un cadre administratif et en même temps la personne est un usager parce que ce cadre administratif peut acheter également les produits de la coopérative ou du moins peut bénéficier des prêts si ça concerne les coopératives et d'épargne de crédit. Okay? S'il s'agit de coopératives d'épargne et de crédit. Okay? La personne peut également faire ce qu'on appelle bénéficiaire. Donc la personne peut également bénéficier des ristournes. Okay? Donc la personne peut être non seulement sociétaire, usager et également bénéficiaire. Donc ça, c'est en général,
c'est ce qu'on appelle les typos de membres. Devise et emblème de la coopérative. Devise et emblème de la coopérative. Devise de la coopérative, c'est un pour tous, tous pour un. Ça, c'est le devise de la coopérative. Un pour tous, tous pour un. Emblème, vous pouvez regarder dans la présentation, donc on voit que il y a des emblèmes. Mais ce qui est important, il y a les deux petits flèches que vous voyez dans le logo de cette fédération qu'on appelle le levier. Une fédération qui englobe beaucoup de coopératives. Mais dans toutes les coopératives, dans tous les logos des coopératives, vous allez voir indistinctement cet emblème qui est les deux flèches les deux flèches en vert seront toujours présents parce que c'est l'emblème même de la coopérative. Okay? Les responsabilités de l'entreprise coopérative. Quelles sont les responsabilités de l'entreprise coopérative? La coopérative a une responsabilité philanthropique. Ensuite, elle a une responsabilité éthique. Autrement, il y a une responsabilité légale et enfin une responsabilité économique. Lorsqu'on parle de responsabilité philanthropique, la première mission de la coopérative consiste à faire ce qu'on appelle l'investissement dans le social. Ok? Les œuvres charitables. Donc, on va, à travers la coopérative, faire des œuvres de charité, donc des œuvres de sympathie, des investissements dans le social. Donc, c'est la responsabilité philanthropique de la coopérative. Donc, ça, sa première mission, améliorer les conditions de vie des gens, améliorer les conditions socio-économiques des gens, culturelles, tout ça. Donc, ça, c'est la première mission de la coopérative. Ensuite, il y a une mission, une responsabilité éthique. Lorsqu'on parle de responsabilité éthique, on voit rapidement ce qui concerne la question de la question éthique, c'est ce qu'on appelle la question de respect des normes éthiques de la coopérative. Donc, il y a des choses que la coopérative ne peut pas faire. Il y a des entités, des regroupements, des activités que la coopérative ne peut pas se permettre d'entrer. Lorsqu'on parle éthique d'une personne ou d'une société, donc c'est une personne qui a des règles, des principes que cette personne doit respecter. Donc, en dehors de responsabilité philanthropique qui est l'entraide et œuvre charitable, ok, mais également la question éthique, c'est le respect des normes, ok, le respect des normes et le respect des principes préétablis. Donc, ça, c'est la deuxième responsabilité de la coopérative. Troisième responsabilité, c'est la responsabilité légale. Donc, la coopérative a des lois. Donc, il y a des lois que la coopérative doit respecter. Il y a des règlements que la coopérative doit se soumettre. Donc, la coopérative ne peut pas permettre d'enfreindre certaines règles, certaines obligations dont la loi lui exige. Donc, il faut respecter les règlements. C'est pourquoi dans les coopératives, vous allez voir, dans la question de coopérative, vous allez voir la première aspect. Vous allez voir un document que j'ai déjà partagé avec vous qui concerne les lois sur les caisses populaires, caisses d'épargne de crédit. Donc, vous allez voir ensemble des règles établies. Donc, la coopérative, un coopérative qui intervient dans la question d'épargne de crédit, donc doit respecter l'ensemble de ces règles. Et si en cas la coopérative enfreint une règle, donc la coopérative devrait faire répondre à ces écarts devant un juge ou devant la justice. Okay? Donc la coopérative, non seulement c'est une entité, mais c'est également une personne. C'est une personne morale. Donc la personne a droit au respect des règlements.
Et il y a une responsabilité économique, question d'améliorer les conditions socio-économiques des gens. Donc, une coopérative, il est vrai qu'on n'est pas là pour faire des profits extraordinaires, mais on devrait essayer de minimiser les coûts et augmenter les revenus afin d'avoir un taux perçu plus intéressant et qu'on peut redistribuer ça à travers les membres. Donc, il y a quand même une responsabilité économique. Il est vrai qu'on n'est pas là pour faire des profits exorbitants, mais on doit avoir, ok, des trop perçus, question de faire redistribution. Ok, donc ça, ce sont des responsabilités philanthropiques, éthiques, légales et économiques de la coopérative. Je disais que la responsabilité philanthropique, c'est être charitable, investir dans le social, tout ça. Responsabilité éthique, avoir des principes, des normes établies. Responsabilité légale, il faut respecter les règlements, du moins la loi préétablie par l'État, la justice économique. Il faut essayer de trouver des façons non seulement de réduire les coûts de la coopérative, mais augmenter les revenus afin d'avoir un trophée plus intéressant. Question de redistribuer, c'est ce qu'on appelle le ristourne de façon équitable aux gens qui font partie de la coopérative. Ok, ce sont les responsabilités philanthropiques, éthiques, légales et économiques de la coopérative. On dit les valeurs constituantes de l'ADN de la coopérative. Les valeurs constituantes de l'ADN de la coopérative. Nous avons ce qu'on appelle l'indépendance, la solidarité, la mutualisation, la démocratie, l'actionnariat, l'implication. Donc, les valeurs constituantes de l'ADN de la coopérative, ce sont lorsqu'on parle de ADN, donc c'est ce qu'on a dit, c'est non coopérative, valeur qui est à la base de coopérative. Donc, c'est non coopérative. Okay? Donc, lorsqu'on parle d'indépendance, ça veut dire que la coopérative est une entité indépendante. Donc, il ne devrait pas avoir d'interférence entre l'État, ok, sauf s'il y a un cas de force majeure. Donc, la coopérative doit être indépendante. Donc, dans la question de décision, de la question de gestion. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la solidarité. Dès qu'on voit la coopérative, on devrait voir la solidarité d'être ensemble, mise en commun des ressources, ok, mise en commun des ressources afin d'améliorer nos capacités, ok, nos conditions de vie. Mutualisation, c'est le fait de faire une sorte de partage entre personnes et personnes, entre coopératives et coopératives. Par exemple, là, on parle de partage de fonds de commerce. Donc, on peut partager les fonds en cas de besoin. Partage de bonnes pratiques. Il y a des pratiques utilisées à travers telle coopérative que je peux partager avec d'autres coopératives. De même qu'il y a des coopératives, des pratiques de mon coopérative, je peux partager à d'autres coopératives. Parce que les coopératives n'ont pas la question de concurrence. Les coopératives sont là pour mutualiser et la confiance également. Mais la question de mutualisation est non seulement sur le plan institutionnel, donc on voit partage diverses entre coopératives et coopératives, mais également de façon personnelle. Donc partage de fonds, commerce, partage de bonnes pratiques entre personnes et personnes. Donc moi et vous, nous faisons partie d'une coopérative, donc je peux partager avec vous des choses, vous pouvez partager avec moi d'autres choses. Ok? Et il y a ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, on voit les décisions qui sont solidifiées, ou du moins des décisions qui sont vraiment conservées à travers des votes. Donc tout le monde a capacité de voter pour une décision, de voter pour la mise en place d'un conseil d'administration, de conseil de gestion, tout ça. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'actionnariat. L'actionnariat, c'est le fait d'intervenir. Donc, on n'est pas vraiment là. On devrait quand même et ouvrir nos esprits afin d'être créatifs dans ce que nous faisons. Et ceci est valable non seulement pour les institutions entre eux, mais pour les personnes. Implication. Donc, on ne devrait pas, une coopérative ne devrait pas regarder la société de façon et pour critiquer, pour se plaindre.
de certaines choses, mais on devrait impliquer dans la résolution des problèmes, dans la résolution de l'ensemble des problèmes qui existent. Donc, ce sont les ADN constituants les valeurs constituantes de l'ADN de la coopérative. Nous parlons de indépendance, solidarité, la mutualisation, la démocratie, l'actionnariat et également l'implication. Donc, c'est l'ensemble d'aspects qui régit, c'est ce qu'on appelle l'ADN, les valeurs constituantes de l'ADN de la coopérative. Pyramide de la responsabilité. Pyramide de la responsabilité. Donc, vous allez voir que on parle de économie capitaliste, économie socialiste et solidaire. Donc, deux différences. Lorsqu'on parle de économie capitalisme, quand on parle de capitalisme, on voit libre-échange, ok? On voit libre interaction, ok? On voit propriété des biens privés, ok? On voit une certaine chose. Donc, on voit que libre concurrence, les entreprises, ok? Ça, c'est économie capitaliste. Mais économie socialiste et solidaire, c'est économie qui est basée sur l'importance de l'être humain. Donc, tout le monde devrait avoir les mêmes portions de chance. Ok? C'est pourquoi on va présenter les pyramides, vous voyez. Donc, il y a 4 thèmes qui constituent la pyramide des responsabilités. Et rapidement, je vais faire une différence. Économie capitaliste, ça, c'est la pyramide qui concerne les entreprises, les compagnies. Et l'autre économie socialiste et solidaire, ça concerne les coopératives. Donc, vous allez voir dans la pyramide, la partie qui est beaucoup plus large, ça c'est l'aspect le plus important pour le facteur en question. Par exemple, économie capitalisme, c'est l'aspect économique, c'est la responsabilité économique qui est la première responsabilité pour les entreprises. Donc, la première responsabilité, c'est la responsabilité économique, maximiser les profits. Ça, c'est la priorité de l'économie capitaliste, du moins des compagnies, encore des entreprises. D'autre part, deuxième aspect qui est important pour les entreprises, c'est l'égalité de l'entreprise. L'égalité, ça veut dire que mettre l'entreprise en fonction des règles, règlements, en fonction des lois. Et troisième responsabilité plus importante, c'est l'éthique. Responsabilité éthique, ça veut dire que après avoir bouché la question économique, maintenant c'est légal, maintenant c'est éthique. Donc la philanthropie pour les entreprises, c'est la dernière responsabilité. Vous allez voir à l'arrivée de Digicel en Haïti, donc il n'y a pas vraiment la question de fondation Digicel, parce que ce n'était pas vraiment la priorité. La priorité économique, c'est après. La Digicel se sent confortable dans la responsabilité économique, elle arrive à maximiser ses profits et la Digicel est en guerre avec l'État. Donc c'est à ce moment que la Digicel commence à investir dans le social, donc faire des écoles, construire des écoles, des puits, tout ça. Donc la philanthropie, c'est la dernière responsabilité de l'entreprise ou de l'économie capitaliste. Maintenant, pour l'économie sociale et solidaire, c'est différent. Ok? C'est d'abord la philanthropie qui est la première responsabilité. Deuxième, c'est l'éthique. Troisième, c'est l'égalité. Et enfin, c'est l'économie. Donc, différence qu'il y a. La première responsabilité de l'entreprise, c'est l'entreprise économique. Tandis que la première responsabilité pour la coopérative, c'est la philanthropie. La dernière responsabilité pour l'entreprise, c'est la philanthropie, tandis que la première responsabilité pour la coopérative, la dernière responsabilité pour la coopérative, c'est la responsabilité économique. Donc ça, c'est la différence entre économie capitaliste et économie sociale et solidaire.
La solidarité coopérative. Ce terme dont nous venons de parler, solidarité coopérative, c'est en quelque sorte, c'est relation qui existe entre les différentes coopératives. Donc, donc il y a une sorte de relation qui est très élevée qui existe entre les coopératives. D'abord, il y a les relations entre les coopératives et le principe de non-concurrence. Comme je viens de le dire tout à l'heure, les coopératives n'ont pas l'esprit concurrentiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de question de telle coopérative est en concurrence avec d'autres coopératives. Non. C'est pourquoi il y a une sorte de partage d'informations, partage de formations, regroupement qui existe avec les coopératives. Donc, si une coopérative sous-entend que donc, devrait donner en quelque sorte devrait avoir une concurrence avec d'autres, là, il ne s'agit pas de coopérative ou du moins cette coopérative ne maîtrise pas sa raison d'être. Donc, parce que généralement, il n'y a pas de concurrence entre les coopératives. Les coopératives sont des entités qui sont là pour s'entraider, pour améliorer les conditions de vie des gens. Donc, il ne devrait pas avoir de concurrence entre eux. Yeah. Donc, de façon générale, nous avons parlé des concepts de base de la coopérative. Nous avons parlé de l'association qui est une sorte de regroupement qui n'a pas de but lucratif. Ça veut dire qui n'a pas vraiment besoin de maximiser les profits. Un ensemble de personnes se mettent ensemble, question de travailler, mettre en commun leurs ressources, leurs capacités afin de améliorer de façon mutuelle leurs conditions de vie. Nous avons parlé de coopérative. Fédération, union, nous avons dit que la fédération, c'est un ensemble, un regroupement de coopératives, tandis que les unions, c'est un regroupement de fédérations. Donc, ces deux termes, ces deux activités sont différents. La fédération, c'est un regroupement de coopératives, tandis que les unions, c'est un regroupement de fédérations. Nous avons parlé du paradigme, qui est un modèle rationnel qui s'élabore à partir des constances telles que coopération particulièrement de l'être humain, valeurs correspondantes, dessinant des finalités extensives spécifiques. Nous avons parlé des caractéristiques du paradigme. Nous dit que le paradigme précise notre fonctionnement en groupe, en communauté, en société, en acceptant des règles, des normes et une façon de se concevoir. Nous avons parlé également, nous avons dit que les coopératives peut être dominant, coopératif, il peut être réducteur ou civilisateur. Nous avons parlé qu'ils sont présents partout. Donc, ils ont une réalité dynamique qui change dans le temps. Donc, ce sont l'ensemble des caractéristiques qui constituent le paradigme en réalité. Nous avons parlé des finalités de la coopérative, telles que améliorer le mieux-être des citoyens, des gens qui font partie de la coopérative. On va améliorer leurs conditions de mieux-être. On va construire l'avenir d'une communauté. Donc, à travers une coopérative, on peut fixer ce qu'on prévoit pour la communauté à venir, pour les gens qui sont beaucoup plus petits, mais qui vont arriver à un certain niveau, qui vont bénéficier d'une planification intéressante d'une coopérative dans une communauté. Il faut également faire fructifier la coopérative pour les générations futures. C'est la même chose, soit un levier permanent pour réaliser des projets citoyens. Nous avons parlé de différence entre coopérative et compagnie. Nous disons que la coopérative, donc c'est dans une coopérative, il y a ce qu'on appelle le sociétaire, tandis que dans la compagnie, on parle de l'actionnaire. Ça veut dire que dans la coopérative, il y a ce qu'on appelle sociétaire. Ce sont les gens qui sont membres, qui sont copropriétaires. On les appelle sociétaires dans la coopérative. Cependant, dans les compagnies, on les appelle actionnaires. Dans la coopérative, on parle de trop perçu lorsqu'il y a une sorte de surplus réalisé dans les comptes, ou du moins
c'est ce qu'on appelle état des résultats de la coopérative. Il y a une somme perçue de taux. Donc on parle de taux perçu, tandis que dans la compagnie, on parle de profit. Dans la partie utilisée comme profit, on peut prendre une partie dans les profits pour faire une redistribution. Cette redistribution, dans les coopératives, on les appelle ristournes, tandis que dans les compagnies, on les appelle dividendes. On parle de dans une coopérative, on utilise la formalité une personne, une vote, tandis que dans les coopératives, on parle de une action, une vote. Dans la coopérative, on parle de déclaration d'association et dans les coopératives, compagnies, on parle de requête en incorporation. Dans les coopératives, on parle de usagers, tandis que dans les compagnies, on parle de clients. Dans les coopératives, on parle de but non lucratif, tandis que dans les compagnies, on parle de but lucratif. Donc, ce sont les ensembles de différences qui existent entre coopératives et compagnies. Nous avons parlé des sociétaires. Nous avons dit qu'il y a différents types de membres. Il y a les sociétaires ceux qui prennent les décisions, ce sont les sociétaires. Les usagers, ce sont ceux qui bénéficient des actifs de la coopérative, donc ceux que la coopérative est prête à offrir sur le marché. Par exemple, les produits de la coopérative, ceux qui bénéficient des produits de la coopérative, on les appelle les usagers. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un parole social, ils sont des clients. Mais comme dans la coopérative, on ne parle pas de clients, donc on parle d'usagers. Et puis, il y a des bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est ceux qui reçoivent de ristournes. Donc, si la personne reçoit de ristournes, on parle de bénéficiaires. On dit que une personne peut être à la fois sociétaire, usager, bénéficiaire. Sociétaire, dans le cas où la personne peut faire partie d'un cadre administratif, du conseil d'administration, conseil de gestion, conseil de surveillance, et la personne peut en même temps se procurer des produits de la coopérative. La personne peut acheter des produits. Ça, on les appelle, la personne est à la fois sociétaire et usager et bénéficiaire dans le cas où les ristournes, la personne va bénéficier des ristournes. Donc, on parle de bénéficiaire. Et nous avons vu également devise et emblème de la coopérative. La devise de la coopérative, c'est un peu tous pour un. Mais l'emblème, ce sont les flèches qui expriment la vie de la coopérative. Les deux petites flèches qu'il y a, je mets deux logos différents, mais les emblèmes sont identiques. Les deux petits traits, deux petites flèches signifient que la vie de la coopérative. C'est l'emblème de la coopérative. Nous avons parlé de responsabilité de la coopérative, responsabilité philanthropique, responsabilité éthique et responsabilité légale, responsabilité économique. Lorsqu'on parle de responsabilité philanthropique, ça veut dire que la coopérative est là pour investir dans le social. Éthique, la coopérative a le droit de faire, a des principes, a des règlements, donc que la coopérative ne peut pas se permettre de se passer. Légal, c'est parce que la coopérative est une personne morale, donc la coopérative doit obéir aux règlements du pays, du moins de la communauté. Ok, responsabilité économique dans le cas où la coopérative est là pour diminuer les coûts et augmenter les revenus de façon à avoir des surplus beaucoup plus intéressants pour faire la redistribution des trop perçus de façon plus intéressante. Et enfin, nous avons parlé de les valeurs constituantes de l'ADN de la coopérative qui c'est indépendance. La coopérative doit être indépendante, c'est une entité qui a la capacité de gérer de façon personnelle. La solidarité, donc quand on parle de coopérative, on va directement la solidarité des personnes qui se mettent ensemble et font partage de connaissances, maximiser leur capacité, leur savoir-faire afin de faire améliorer les conditions socio-économiques des gens à travers une entreprise. Faire ce qu'on appelle la mutualisation. La mutualisation, c'est je vous aide, tu m'aides, vous partagez des choses avec moi, je partage des choses avec vous.
la démocratie, la coopérative est là. Il y a une certaine quantité de membres qui sont là pour voter encore une entité au sein de la coopérative. Si on voit et nommer une comité de surveillance, donc ça va se faire par vote. Donc, ça a la capacité démocratique de la coopérative et l'actionnariat. Donc, la coopérative doit être en action très créative. Ok, implication. Donc, chaque personne doit impliquer dans les activités de la coopérative. Okay. À titre de illustration, par exemple, dernièrement, et je t'ai annoncé que il y a une assemblée générale pour qu'est-ce que la fraternité et puis assemblée a été obligée de reporter parce que tout le monde veut pas là pas du forum pour parler ça devant mais le problème c'est que dans la coopérative il faut que nous choisissions impliquer la guerre ok nous disons que l'ADN constitue l'ADN de la coopérative. Nous avons fait la différence entre l'économie capitaliste qui constitue les entreprises, du moins des compagnies, différemment et avec l'économie sociale et solidaire qui concerne les coopératives. On dit que pour l'économie des capitalistes, la pyramide voit que la première responsabilité, ce qui est plus important pour les entreprises, c'est l'aspect économique. Donc la maximisation des profits. Ensuite, l'aspect légal, donc mettre en œuvre, assurer la légalité de la coopérative. Troisièmement, ce sont les responsabilités éthiques. Donc, il fait preuve de respect respect des normes, des valeurs même, des entreprises et la philanthropie qui essaie d'être charitable, investissement dans le social. Donc, c'est la dernière responsabilité pour l'économie capitaliste, encore pour les entreprises, les compagnies. Différemment de l'économie sociale et solidaire, donc c'est la philanthropie qui est la plus importante. Ensuite, c'est l'éthique. Après, on va trouver, c'est ce qu'on appelle l'aspect légal. Et enfin, l'aspect économique qui est réduire les charges et augmenter les revenus afin d'avoir je veux dire, afin d'avoir un surplus, une sorte de bénéfice plus intéressant permettant à faire une distribution beaucoup plus intéressante également. Donc, ce sont les responsabilités de la coopérative. Nous avons parlé de solidarité coopérative, ces relations intercoopératives. Les coopératives ne sont pas vraiment trop parallèles parce que les coopératives ont le droit de fonctionner de façon complémentaire. Ça veut dire l'une peut compléter les capacités de l'autre. Solidarité coopérative et la question de non-concurrence c'est quelque chose de très important dans les relations entre les coopératives. Il n'y a pas de concurrence dans les coopératives. Ça, c'est très, très, très important. Les coopératives, à travers les coopératives, il n'y a pas le principe de concurrence. Okay? Donc ça, ce sont les solidarités de la coopérative. Maintenant, nous allons voir les modélisations des pratiques intercoopération. Mondialisation des pratiques d'intercoopération. On parle de intercoopération, c'est quoi d'abord? L'intercoopération est la forme la plus élevée de la solidarité coopérative puisqu'il s'agit cette fois d'envisager les relations entre les coopératives de secteurs différents sur base de coopératives et non concurrentielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coopératives ne sont pas là pour faire une sorte de promotion, pour faire des campagnes de destruction d'autres coopératives. Donc, il y a une sorte d'intercoopération qui existe à travers les coopératives. C'est ce qu'on appelle de solidarité
Donc, la coopérative est solidaire par rapport avec d'autres coopératives. Il n'y a pas le principe de concurrence, donc on est là, on peut s'entraider. Les coopératives peuvent s'entraider de façon simultanée. Donc, nous allons voir ensemble de pratiques d'interpellation comment une coopérative peut booster ou peut aider une autre coopérative à avancer vers l'avant. Donc, nous allons voir toutes ces informations-là. Les pratiques d'intercoopération. Donc, nous sommes là. Il y a ce qu'on appelle pratique de mise en marché coopérative, pratique de soutien au développement coopératif, pratique de partage d'échange de ressources, pratique d'affaires, pratique de concertation, pratique de formation. Lorsqu'on parle de pratique de mise en marché coopérative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir un ensemble de coopératives, mais les coopératives se mettent, par exemple, il y a un espace qui est déterminé où les coopératives peuvent exposer de façon commune leurs produits. Donc, 2-3 coopératives peuvent choisir quelque part un secteur bien déterminé, un endroit bien déterminé pour exposer ensemble leurs produits, pour faire une sorte de mise en marché des produits qui peuvent être des biens, des services à la communauté et de façon commune. Donc, 2-3 coopératives choisissent un endroit et vont exposer produits qu'ils gagnent. Donc, ça, c'est une pratique d'intercoopération. Deuxièmement, c'est pratique de soutien au développement coopératif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une coopérative peut avoir un problème très intéressant. La coopérative peut se trouver dans une situation où elle a une sorte d'expertise sur le marché. Et alors qu'une coopérative vient tout juste de fonder. Donc la coopérative qui est beaucoup plus experte sur le marché peut aider la coopérative à se développer, la nouvelle coopérative à développer. Alors voilà, nous sommes là 4 ans avant, 5 ans avant. Donc voilà comment on peut s'accaparer du marché. Voilà comment on peut inciter les gens à participer, à être membre de la coopérative. Voilà comment on peut faire la campagne de promotion. Ok? Donc la coopérative qui est beaucoup plus experte dans le domaine peut apporter des touches techniques, des conseils, mais des stratégies à la coopérative qui est toute neuve pour améliorer ses capacités. Ok? Il y a les pratiques de partage et échange de ressources. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la coopérative avec une autre peut échanger des ressources. Par exemple, je peux avoir un comptable expert qui est très important, qui fonctionne la capacité financière de ma coopérative, de la coopérative dont je fais partie. Donc, je peux partager l'expertise de mon comptable avec une autre coopérative. Donc, c'est un partage de ressources, mais là, c'est un partage de ressources humaines. Il y a également les ressources financières. La coopérative peut se sentir dans un état un moment très déplorable. Donc, une autre coopérative, voilà, nous allons vous prêter une somme pour vous permettre de vous lancer, de vous relancer, d'avoir un plan financier beaucoup plus intéressant. Ça, c'est une sorte de partage, d'échange de ressources financières. Donc, ça peut être également des ressources matérielles. Je peux avoir 25 ordinateurs dans la coopérative, la coopérative en a 3. Donc, ça réduit la capacité de production de l'autre coopérative. Je peux dire que donc je vais donner à l'autre coopérative 3, 4, 5 ordinateurs. Donc c'est un partage de ressources, mais c'est ressources matérielles et de sous-ensuite. Pratique d'affaires, c'est lorsque, par exemple, 2 coopératives s'associent pour réaliser une affaire. Par exemple, on peut donner, va avoir une fête quelque part. Et voilà que nous allons une coopérative est choisie pour présenter des produits alimentaires aux gens. Donc, notre coopérative n'a pas la capacité de fournir tous les produits nécessaires pour la fête, pour l'événement. Alors là, on peut contacter une autre coopérative dans le même domaine et nous mettons ensemble question de présenter les produits. Ça, c'est une pratique d'affaires. Ok? Et puis, il y a ce qu'on appelle pratique de concertation. Certaines fois, il y a des gens qui, par exemple, l'État peut prendre une décision qui sera
fatale pour toutes les coopératives. Et voilà qu'on vous invite à tous les coopératives de participer à une rencontre. Donc, avant de participer à la rencontre, les coopératives peuvent se réunir entre eux, paradis. Donc, nous allons nous concerter ensemble pour voir comment on veut et aborder le sujet que l'État va nous proposer, les plans que l'État va nous proposer, les stratégies que l'État va nous proposer. Nous allons les examiner ensemble et voilà, en concertation, voilà ce qu'on va proposer à l'État. Donc, ça, c'est une pratique de concertation. Et il y a les pratiques de formation qui s'agit de former les autres personnes, des autres membres du personnel de notre coopérative. Par exemple, la coopérative, nous avons une coopérative et des étudiants. Et puis voilà que notre coopérative a besoin d'une formation en accueil, en ressources humaines, et en promotion. Donc on peut envoyer nos experts à l'autre coopérative qui sont les former. Ça, c'est une sorte de pratique. On appelle ça pratique d'intercoopération. Pratique d'intercoopération. OK? Et ensuite, c'est l'ensemble de pratiques qui existent à travers les coopératives. On parle de pratiques de mise en marché coopérative. On parle de pratiques de soutien au développement coopératif, pratiques de partage, échange de ressources, pratiques d'affaires, pratiques de concertation et pratiques de formation. C'est un ensemble de pratiques qui existent dans le fonctionnement, du moins dans les rapports qu'il y a entre deux coopératives, une fédération qui peut être l'ensemble, un regroupement de coopératives, et une union qui peut être également le regroupement de plusieurs fédérations. Donc ça, ce sont les pratiques d'intercoopération. Ok, j'espère que tout va mieux. Ok. Les pratiques d'intercoopération, ces pratiques peuvent être effectives avec des coopératives de même secteur d'activité. Par exemple, caisse populaire de fraternité, caisse populaire de solidarité au Cap Haïtien. Donc, qui investit dans la question de caisse d'épargne de crédit. Donc, lorsqu'on parle de caisse d'épargne de crédit, le côté épargne, c'est lorsque les gens ouvrent des comptes à travers la coopérative pour faire une sorte d'épargne. Donc, la personne a un salaire, donc à travers son salaire, il a décidé d'épargner un montant. Donc, ce montant, elle va déposer ce montant dans la coopérative. C'est le côté épargne de caisse populaire d'épargne de crédit. Et le côté crédit, c'est lorsque on peut, à travers ces épargnes, on peut emprunter de l'argent à des personnes au besoin. Okay? Donc, cette pratique d'intercoopération peut être faite à travers des coopératives du même secteur. Okay? Ça peut être des coopératives agricoles. Okay? Ça peut faire des secteurs d'activité différents. Par exemple, coopérative d'épargne ou de crédit avec une coopérative agricole. La coopérative agricole, par exemple, si la coopérative agricole aura besoin d'une somme intéressante pour lancer ses activités. Voilà que cette coopérative n'a pas les fonds nécessaires. Donc, cette coopérative peut emprunter de l'argent à travers la coopérative d'épargne et de crédit sous forme de prêt. Donc, ces prêts vont lui permettre de réaliser ses activités. Okay? Donc, c'est un partenariat, c'est une pratique d'intercoopération entre deux secteurs d'activité différents, deux coopératives, deux secteurs d'activité différents. Okay? Ça peut faire également avec une fédération de coopératives et des coopératives. Donc, une fédération, c'est l'ensemble des regroupements de plusieurs coopératives, peut faire un partenariat avec une coopérative internationale. Okay? Vous voyez, avec des coopératives internationales, tout ça, ce sont les possibilités qu'il y a dans les pratiques d'intercoopération. Ça peut faire de même secteur d'activité, des secteurs d'activité différents, une fédération de coopératives et des coopératives. Donc, c'est un ensemble de possibilités qu'il y a pour permettre aux gens de faire une sorte d'intercoopération à travers les coopératives. Le territoire partagé de ces pratiques. Donc, la pratique d'intercoopération peut faire au niveau local, régional, provincial, national, international. Local, ça veut dire que dans la commune, la localité, le canton,
Donc, on peut faire une intercoopération régionale, c'est lorsqu'on parle, par exemple, on peut faire ça à travers le Nord, des coopératives dans le Nord et mettre ensemble pour question de faire des échanges, des pratiques d'intercoopération provinciale. On n'utilise pas vraiment ça dans le cadre haïtien, mais on peut voir par exemple les villes, provinces nationales, ça peut se faire de façon générale sur le territoire du pays, sur le territoire haïtien. Donc, intercoopération qu'il y a entre les coopératives dans le pays. Donc, ça peut faire au niveau national, international, c'est lorsqu'il y a des partenariats ou des pratiques d'intercoopération qui se fait à travers des coopératives en Haïti et à l'étranger, des coopératives haïtiennes avec des coopératives étrangères. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'ensemble des points, du moins des endroits que les pratiques d'intercoopération peuvent réaliser. D'autres choses, il y a les unions. C'est quoi une union? Les unions, nous disons que ce sont des regroupements, c'est un regroupement de fédérations. On dit les unions, la création résulte de la solidarité des coopératives de base. Donc, s'il y a des coopératives de base, ces coopératives peuvent se réunir, se regrouper entre eux. Donc, ils constituent des fédérations. À travers ces fédérations, on peut également avoir des pratiques intercoopération avec d'autres coopératives. Ça, c'est des unions. Donc, s'il y a plusieurs unions qui se regroupent, plusieurs fédérations qui se regroupent, on voit qu'ils constituent une sorte d'union. Donc, les unions peuvent déléguer une ou plusieurs fonctions que les coopératives estiment de pouvoir accomplir dans les meilleures conditions pour les adhérents. Par exemple, s'il y a des décisions internationales qui peuvent déranger le fonctionnement des coopératives, donc les unions peuvent se réunir pour s'asseoir pour dire comment on va aborder telle ou telle décision. Okay? Donc, ce sont des activités des unions. Autant que la solidarité est grande, autant que les risques sont plus élevés dans les unions. Okay? Donc, ce sont les entités qu'il y a dans ce qu'on appelle les unions. Le premier pas dans le montage d'une structure coopérative. Le premier pas dans le montage d'une structure coopérative. La formation des coopératives est donc le premier pas et elle implique les faits suivants. On dit la formation des coopératives, c'est le premier pas. Pour monter une coopérative, le premier pas, c'est la formation des coopératives. OK? Donc, cette démarche implique les faits suivants. Étudier et avoir en soi les notions de coopérative. Donc, pour monter une coopérative, donc il faut quand même former une coopérative. Mais comment former une coopérative? D'abord, il faut avoir en soi les notions de coopérative. Ce que je suis en train de faire avec vous, de vous partager des informations concernant les fonctionnements des coopératives. Donc, c'est la première chose à faire, c'est étudier et avoir en soi des notions de coopérative. Si vous ne savez rien des coopératives, des fonctionnements coopératifs, vous ne pouvez pas en aucun cas former des coopératives. Donc, il faut avoir des notions de base des coopératives pour pouvoir former une coopérative. OK? La deuxième chose, c'est maîtriser les principes, les règles, les pratiques et les lois coopératives. Donc, si vous n'avez pas une maîtrise des principes de coopérative, vous n'aurez en aucun cas la capacité de former une coopérative. Il faut savoir les règles, les pratiques et les lois de coopérative. Il faut connaître la législation de la coopérative, croyants-les pour monter une coopérative. Quelles sont les exigences d'État? Quelles sont les exigences en termes de loi, en termes de règlement, en termes de démarche? Donc, quelles sont les exigences? Donc ça, il faut connaître la législation de la coopérative. Et puis, apprendre les principes de la gestion ou de l'administration de la coopérative. Ce que vous êtes en train de faire là, donc c'est comprendre
connaître les principes de la gestion de coopérative. Donc, pour pouvoir former une coopérative, il faut savoir les principes. Okay? Il faut participer et faire place au débat collectif tout en expliquant la raison d'être. Donc, on ne peut pas monter une coopérative sans s'asseoir avec les gens pour les expliquer et disant que voilà la raison d'être de la coopérative, de l'idée coopérative que nous avons. Donc, voilà les grandes lignes, voilà ce que nous voulons faire, ce que nous voulons réaliser. Monsieur, dame, la société. OK. Donc ça, c'est l'ensemble des activités qu'on devrait réaliser dans le cadre de la montée, du moins dans le montage d'une structure coopérative. La coopérative devrait mentalement développer pour devenir un nouvel ordre. Donc on devrait quand bien même s'associer avec les gens pour savoir, pour les expliquer comment on va et réaliser les activités et quels sont les buts, les objectifs, du moins les missions même de la coopérative, de l'idée coopérative que nous avons. On doit motiver et organiser des formations pour les membres. Donc, les gens qui vont participer dans la coopérative, il faut que ces gens sachent comment être positionnés dans la coopérative, quelles sont les implications, quelles sont leurs responsabilités en fonction de la coopérative. Donc, ce sont toutes ces démarches que vous devez réaliser avant même pour faire le premier pas dans la question de formation des coopératives. Il faut étudier, savoir sur les notions de coopérative, maîtriser les principes, les règles, les pratiques et les lois coopératives, connaître la législation de la coopérative, apprendre les principes de la gestion ou de l'administration de la coopérative, participer et faire place au débat collectif. La coopérative devrait mentalement développer pour devenir une nouvelle forme, motiver et organiser des formations pour les membres. Donc tout ça constitue l'ensemble des démarches, l'ensemble des activités importantes pour la formation des coopératives, qui est le premier pas dans le montage d'une structure coopérative. Structure d'une coopérative d'épargne de crédit, par exemple. Donc vous voyez là, ça c'est une structure hiérarchique d'une coopérative. Donc cette structure n'est pas vraiment une structure qui est, comment je pourrais dire, exotique ou une structure générale, mais c'est quelque chose qu'on vous présente, ok, qui vous donne une idée de comment ça devrait être dans la structure hiérarchique d'une coopérative. Au premier niveau, on trouve l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est l'entité des prises des grandes décisions, des dernières décisions, derniers recours. Conseil de production qui est là pour gérer la question de productivité de la coopérative. Conseil d'administration qui est là pour non seulement planifier, organiser, contrôler les activités coopératives. Conseil de crédit qui se charge de la question de crédit, comment on devrait donner des crédits, comment on devrait rembourser, tout ça. Conseil de surveillance pour voir comment sont les activités, est-ce que les activités, les buts, les activités à réaliser, est-ce que les activités sont accomplies, ok. Il y a le personnel, directeur général, il y a le directeur de crédit, le directeur d'opération, tout ça. Donc c'est un vue général comment une structure d'une coopérative d'épargne de crédit doit être représentée. Pourquoi nous insistons beaucoup plus sur les coopératives d'épargne de crédit? C'est parce qu'en général, ce sont les coopératives d'épargne de crédit qui concernent mieux la question de l'administration. Ok? Mais cependant, vous allez voir dans les documents que j'ai partagé avec vous, vous allez voir des documents qui concernent les coopératives agricoles. Si par exemple, je donne beaucoup dans la faculté des sciences agronomiques, donc j'allais vraiment beaucoup plus détailler les atouts, du moins les notions à prendre en compte dans les coopératives agricoles.
Maintenant, nous arrivons dans les principes coopératifs. De même que les principes établis par les, les, les hommes du passé, par exemple les gens de Rochdale. Donc les principes de Rochdale, ce n'est pas vraiment différent par rapport aux principes qu'on considère comme principes généraux des coopératives maintenant. D'abord, c'est l'adhésion volontaire et ouverte à tous. Donc, comme j'avais dit dans ma première sortie, que l'adhésion volontaire et ouverte à tous, c'est le fait de donner aux gens leur capacité, leur habilité de prendre des décisions personnelles pour en faire partie d'une coopérative, pour faire partie d'une coopérative. Donc, la personne ne devrait pas se sentir forcée ni et exclue. Donc, la personne devrait avoir la même opportunité, la même chance afin de faire partie d'une coopérative. Ok, pouvoir démocratique des membres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont membres de la coopérative ont le droit de vote, ont le droit d'impliquer dans les grandes décisions de la coopérative. Participation économique des membres, c'est ce qu'on appelle le pas social. Donc, les membres devraient participer économiquement. Donc, avoir des parts sociales, avoir un montant à investir. Autonomie et indépendance. Autonomie, ça veut dire que la coopérative n'est pas dépend des secteurs extérieurs, par exemple l'État, par exemple les bailleurs de fonds internationaux, d'autres. S'il ne s'agit pas d'un partenariat très important, donc les coopératives ont la capacité d'autofinancer, de gérer leur entité de façon générale et personnelle. Donc les gens qui font partie de la coopérative ont la capacité de gérer leur entité. Indépendance, c'est là. Oui, c'est encore la même chose. Éducation, donc la coopérative a le droit d'éduquer ses membres, former les femmes et en cas d'information. Donc il ne devrait pas avoir de fuite d'informations pour dire que certaines informations n'est pas vraiment bon pour communiquer aux membres. Donc les membres devraient être informés, formés, tout ça, et éduqués. Par exemple, si la coopérative ne peut pas se fonctionner pendant un jour, ce n'est pas un jour férié pour connaître de l'ordinaire. Donc il faut avertir les membres que tel ou tel jour sera congé, donc en raison de telle ou telle activité. Donc la coopérative, les portes de la coopérative seront fermées pour 2 jours, pour un jour. Donc il faut informer les gens des décisions, du moins des activités de la coopérative. Et également, il y a ce qu'on appelle coopération entre coopératives qui est très importante également. C'est le fait de éviter tout souci de concurrence qui existe entre deux ou plusieurs coopératives. Donc, il n'y a pas de concurrence entre les coopératives. Donc, la coopération, c'est un principe même entre les coopératives. Donc, les coopératives sont condamnées de coopérer entre eux pour faciliter le développement, l'amélioration des conditions socio-économiques des membres de ces 2 ou plusieurs coopératives. Engagement envers le milieu, c'est tout ça. C'est les coopératives ne devraient pas agir comme les gens qui se plaignent tout le temps de la réalité d'une communauté, de leur pays, de leur ville, tout ça. Mais il faut que la coopérative implique, s'engage pour l'amélioration du milieu en question. Donc, ce sont les principes coopératifs. Nous disons adhésion volontaire et ouverte à tous, pouvoir démocratique des membres, participation économique des membres, autonomie et indépendance, éducation, formation et formation, coopération entre les coopératives, engagement envers le milieu, etc. Donc, ce sont les ensembles de principes qui régissent les coopératives. Il y a une question qu'on se pose toujours, même à travers les coopératives, c'est pourquoi faut-il coopérer? Pourquoi faut-il coopérer? Pourquoi? Donc, la coopération, c'est pourquoi on devrait se mettre ensemble pour réaliser quelque chose en particulier. Donc, pour essayer de répondre à ces questions, il y a des réponses qu'on essaie de donner. Par exemple, on dit qu'il faut coopérer pour assurer une certaine protection de la communauté. Protection en quoi, par exemple? Une coopérative
Une coopérative qui est une entité, donc c'est une entité qui permet aux gens ce que une personne ne peut pas réaliser à lui seul, mais la coopérative peut réaliser. Par exemple, si ou qui un monde qui veut réaliser un bagage à lui-même seul, il n'est pas capable, mais la coopérative là, il permet que nous, les mettons ensemble, réaliser une tâche qui est plus ou moins complexe. Assurer une certaine protection de la communauté, ça veut dire que lorsque vous êtes dans la communauté, vous avez certaines choses qui sont au niveau social et économique. Économique dans le sens que si vous n'avez pas d'argent, ou pas de moyens pour faire une activité économique, donc pour son qui est vulnérable quelque part. Donc si par exemple la coopérative est là, vous pouvez avoir accès au crédit et qui permet que vous faire des activités économiques. Donc ça peut servir une sorte de protection. Et au niveau social tout, par exemple une coopérative peut être là pour défendre les intérêts et de ses membres. Si un membre qui a un jardin agricole côté que il faut exposer produits, il y a un problème avec un client, coopérative va intervenir. C'est une sorte de protection quelque part. Donc la coopération est là pour assurer une certaine protection de la communauté, de rechercher et de trouver du bonheur, du bien-être. Le bien-être ne se procure pas tout seul. Ça veut dire que le bien-être d'une personne dépend de plusieurs facteurs. Tout autant où en communauté, tout autant où vous faites partie d'un regroupement, c'est tout autant que le bonheur, le bien-être est plus ou moins atteignable, visible, physique et réalisable. Pourquoi? C'est parce que lorsque vous faites partie d'une coopération, d'une entité, donc vous vous sentez plus à l'aise, vous apprenez des autres, vous apprenez aux autres également. Donc il y a un échange de formation, un échange d'informations, un échange d'éducation qui se fait, donc qui permet à la personne de mieux se sentir bien et confortable, d'être capable de répondre aux diverses satisfactions humaines. Il y a des activités et satisfactions qui ne peuvent pas être subvenues et dans des conditions solitaires, personnelles. Okay? Comme je viens de le dire, qu'une personne, surtout en Haïti, n'a pas la capacité de monter une entreprise à lui seul. Donc cette personne est obligée de procurer des prêts. Un prêt. Donc si la coopérative est là, la coopérative peut vous donner accès au prêt et ça peut vous permettre de satisfaire certains besoins, de ne plus exploiter de manière déshumanisée. Oui, ça c'est une fois que vous avez accès à des prêts, vous pouvez et faites partie d'une entité, vous êtes une personne qui est en groupement, vous êtes une personne qui a la capacité de faire des activités économiques, ça peut vous épargner de certaines exploitations également. Gagner décemment la vie, oui, c'est parce que lorsque vous êtes en communauté, donc vous apprenez, donc vous pouvez gagner votre vie. Si par exemple vous faites partie d'une coopérative de crédit, vous n'avez pas de travail, mais vous avez accès à un prêt qui vous permet de monter un commerce, par exemple, et des activités économiques. Donc ça peut vous permettre de payer non seulement vos besoins de base, manger, boire, mais envoyer vos enfants à l'école, à l'hôpital en cas de besoin, tout ça. Combattre les acquis de sous-développement de façon générale. Lorsque vous coopérez, vous pouvez mieux combattre le phénomène de sous-développement parce que lorsque vous êtes en communauté, vous maximisez vos ressources, vos capacités et ça va vous permettre d'avoir une force, qu'elle soit une force économique, sociale, culturelle et en termes de ressources également, vous pouvez mieux développer votre communauté. D'avoir un pas équitable dans l'économie nationale, oui c'est bien, c'est parce que si vous êtes dans une coopérative, vous faites partie d'une cité, vous avez la chance de côtoyer, de procurer des prêts, donc ça peut vous donner une certaine ratio dans la question de économie nationale. Vous avez quand même un pas intéressant dans l'économie nationale. Okay? Donc, pourquoi faut-il coopérer? Donc, je viens de donner beaucoup d'exemples, beaucoup de points, beaucoup de facteurs qui peuvent en réalité vous permettre de coopérer avec d'autres personnes, avec d'autres gens.
Donc ça, c'est l'ensemble des points que nous avons vus à travers la question de coopération. Les statuts de la coopérative. Les statuts des coopératives à travers des lois et des règlements doivent tenir compte des points suivants. Lorsqu'on parle de statut, on parle de règlement interne de la coopérative. Dans les règlements internes de la coopérative, ça peut varier en fonction de la coopérative, les idées de la coopérative. Mais cependant, il y a des points, il y a des termes, il y a des aspects qui sont obligatoires dans le statut et les règlements internes de la coopérative. Par exemple, le but et objectif de la coopérative, c'est inévitable. Il est obligatoire d'avoir un but et des objectifs pour votre coopérative. Il y a ce qu'on appelle le mode d'admission et expulsion des membres. Le mode d'admission, c'est un fait qui est obligatoire dans la rédaction du statut de la coopérative. Le mode d'admission, c'est comment la personne peut intégrer la coopérative, peut faire partie des membres de la coopérative. Le mode d'expulsion, c'est comment la personne peut être exclue de la coopérative. Donc, comment la personne peut laisser la coopérative. La gestion de cette coopérative, comment on gère la coopérative. Donc, il faut dire quelles sont les entités, est-ce que vous avez un conseil d'administration, est-ce que vous avez un conseil de gestion, est-ce que vous avez un conseil de surveillance, il faut dire tout ça dans la gestion de la coopérative. Et à travers le statut de la coopérative, il faut que toutes ces notions, toutes ces idées soient présentes dans le statut. Votre élection à tous les niveaux, il faut dire comment vous allez procéder au vote à travers les niveaux. Par exemple, si vous allez avoir un conseil d'administration, il faut dire noir sur blanc comment les gens peuvent voter pour un poste bien déterminé. OK? Il y a ce qu'on appelle le capital social et siège de la structure. Il faut dire noir sur blanc quel est le capital social de la coopérative. Donc, le capital social, c'est l'ensemble des parts sociales que vous combinez ensemble pour voir le capital social. Si par exemple, le part social est estimé à 50 $, et voilà qu'il y a 10 membres. Donc, le capital social de la coopérative est 10 fois 50, qui est égal à 500 $. Ça, c'est la capital sociale de la coopérative. Il faut les déterminer. Et siège de la structure, ça veut dire où est située la coopérative, dans quelle ville, dans quelle zone, ok, à quel numéro. Il faut dire clairement où se trouve la coopérative. Les différents comités de section, est-ce qu'il y a un comité d'accueil, comité d'administration, conseil de surveillance, il faut tout dire quels sont les comités que vous allez instituer dans la coopérative. Débat collectif d'éducation de membres, il faut dire dans le statut comment on va préparer les séances de formation de débat d'éducation pour les membres qui se trouvent à travers la coopérative. Donc tous ces points sont obligatoires dans le statut de la coopérative. Inévitablement, ces points doivent être présents. But et objectif de la coopérative, mode d'admission et expulsion des membres, la gestion de cette coopérative, vote et élection à tous les niveaux, capital social et siège de la structure, différents comités et de section, débat collectif d'éducation des membres, etc. Donc, il faut préciser tout ça à travers les coopératives. OK? Donc, en somme, deuxième partie, nous avons parlé de modélisation des pratiques d'intercoopération. On va définir l'intercoopération. C'est quoi l'intercoopération? On dit que c'est une forme, la forme la plus élevée de la solidarité coopérative, puisqu'il s'agit cette fois d'envisager les relations entre les coopératives de secteurs différents sur base de coopératives non concurrentielles. Donc, nous allons dire que dans les activités d'intercoopération, il n'y a pas ce qu'on appelle pratique concurrentielle. Donc, il n'y a pas de concurrence entre deux ou trois coopératives. Les pratiques d'intercoopération, on parle de pratiques de mise en marché. Donc, lorsque les gens décident d'exposer, les coopératives décident d'exposer leurs produits sur le même marché. Donc, ça, c'est une pratique de mise en marché. Pratique de soutien au développement, c'est lorsqu'une entreprise a déjà une expertise dans le secteur et il y a une autre coopérative qui vient tout juste d'être
est présent sur le marché. Donc, la coopérative expert peut donner, la coopérative expert peut donner des séances servant à développer la coopérative qui vient juste de faire partie du marché. Il y a pratique d'échange de ressources et lorsqu'il s'agit de partager les ressources qu'on a, ressources financières, ressources humaines et ressources matérielles, tout ça. Pratique d'affaires, c'est lorsque la coopérative se met ensemble avec d'autres coopératives pour réaliser ou du moins pour produire des biens ou services de façon commune. Pratique de concertation lorsqu'il s'agit d'une décision à prendre, donc les coopératives se concertent entre eux pour trouver des pistes de solutions. Pratique de formation, donc lorsque les coopératives peuvent aider une autre coopérative dans la question de formation. Des experts dans une coopérative peut être délégués auprès d'une autre coopérative, question de former les membres de cette coopérative. Nous avons parlé de les pratiques de coopérative peut se faire entre du même secteur d'activité et ça peut faire également de secteurs d'activité différents et ça peut faire également de façon et fédération de coopératives et des coopératives, d'autres coopératives. Les territoires partagés de ces pratiques peuvent être locales, donc si ça se fait à travers la localité d'un canton, régional de façon générale, par exemple on peut parler de coopératives, intercoopération régionale du Nord, donc c'est une région provinciale, nationale, c'est d'Haïti par exemple, nationale, donc il s'agit à travers des coopératives haïtiennes et d'autres coopératives internationales. Les unions, on a parlé également des unions, quelles sont des unions, tout ça. On a parlé de premier pas dans le montage d'une structure coopérative, il y a la formation des coopératives. Donc pour ce faire, il faut avoir non seulement la capacité, il faut étudier et avoir en soi les notions de coopérative, il faut maîtriser les principes, les règles, les pratiques et les lois, connaître la législation de la coopérative, apprendre les principes de la gestion, de l'administration, participer et faire place au débat collectif. La coopérative devrait mentalement développer pour devenir un nouvel homme, motiver et organiser des formations pour les membres. Nous avons présenté également la structure d'une coopérative, comment ça se fait, une structure de coopérative, des principes de coopérative. On va parler également de l'adhésion volontaire ouverte à tous. Tout le monde a le droit de participer à une coopérative et du même coup, tout le monde a le droit de refuser de faire partie à une coopérative. Pouvoir démocratique des membres, tout le monde a le droit dans une coopérative au vote, donc tout le monde a le droit de vote. Participation économique, tout le monde a le droit de porter une contribution économique dans la coopérative. Autonome, la coopérative a la capacité de gérer à lui seul et être indépendant des autres secteurs qui peut être impliqué dans ces activités. Éducation et formation, donc la coopérative est là pour éduquer, former et informer ses membres. Coopération entre les coopératives, la coopérative a le droit de faire des pratiques d'intercoopération avec d'autres coopératives. Et engagement vers le milieu, donc la coopérative a le droit à l'obligation même d'intervenir dans le milieu et partager question d'aider les gens. On a parlé également pourquoi faut-il coopérer. Donc il faut coopérer pour assurer une certaine protection de la communauté, de rechercher et de trouver du bonheur, du bien-être, d'être capable de répondre aux différentes satisfactions humaines, de ne plus exploiter de manière déshumanisée, gagner décemment leur vie, combattre les acquis du sous-développement, d'avoir une part équitable dans l'économie nationale. Tout ça, c'est ensemble des raisons dont il faut faire les coopérations. Nous avons parlé du statut des coopératives. D'abord, dans une coopérative, il faut avoir un but et un objectif de la coopérative, le mode d'admission et exclusion des membres, la gestion de cette coopérative, vote et élection à tous les niveaux, capital social et ses usages de la structure, différents comités et de sections, débat collectif d'éducation des membres. Donc, c'est en gros la présentation de notre deuxième séance. Je pense que cette séance est plus intéressante par rapport aux
au son. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres séances avec beaucoup de bruit. J'espère que ça ira mieux. À titre de première évaluation, donc, je vais avant tout vous dicter mes coordonnées en cas où vous avez besoin de faire une intervention, mais qui peut être pas vraiment sur le Moodle, mais vous pouvez écrire. Mon numéro de contact c'est plus 509 37 96 29 14. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp, plus 509 37 96 29 14. Donc c'est mon numéro de téléphone pour poser des questions. Vous pouvez également poser des questions sur mon dos. Mais si vous pensez que c'est mieux, donc vous pouvez m'écrire sur WhatsApp à travers plus 509 37 96 29 14. Vous pouvez m'écrire également sur IMO à travers ce même numéro, plus 509 37 96 29 14. Vous pouvez me contacter sur mon mail. Mon mail c'est Louis Stevenson 791 à commercial@gmail.com. Louis en petites lettres LOUISTEVENSON 791 à commercial@gmail.com. Louis Stevenson 791 gmail.com. C'est mon contact, vous pouvez. Donc la première évaluation, vous allez voir sur Moodle, je vous ai envoyé la loi portée de 2002 portée sur les caisses d'épargne de crédit. Donc vous allez lire cette loi, ce document, et vous allez me présenter un résumé. Donc le loi peut être déposé sur Moodle, vous pouvez me l'envoyer sur WhatsApp, vous pouvez me l'envoyer sur vous me l'envoyez sur email. Donc faites une sorte de résumé de la loi. Et cet résumé, vous allez le faire à travers 1 à 2 pages, 2 pages à maximum. Vous allez dire c'est ce que vous avez compris, c'est ce que vous avez appris dans ce document. Parce que pour avoir la capacité de monter une coopérative, il faut connaître les règlements. Donc vous allez me faire un résumé de cette loi de 2002 pour porter sur la coopérative d'épargne et de crédit. Ok, d'épargne de crédit, les caisses d'épargne de crédit. Donc, faites-moi un résumé, c'est la première évaluation. Donc, comme je viens de le dire, vous pouvez me contacter sur plus 509. En note de Moodle, c'est plus 509 780 37 96 29 14. Et puis, sur un mail, Louis Stevenson 791 à commercial@gmail.com. Vous pouvez m'écrire également sur mon compte Yahoo. C'est Maestro Steven 41 à commercial@yahoo.com. M minuscule MAESTROSTEVEN 41 à commercial YAHOO.com. Donc ce sont les façons que vous pouvez me contacter en août du Moodle. Okay? Donc c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette séance qui est très importante, très intéressante. J'espère que ça ira. D'ici demain, d'ici aujourd'hui, je vais partager ce document et cette présentation avec vous. Mais d'ici demain, vous aurez également une autre séance qui va vous aider à aller mieux. Donc pour le cours de la gestion des coopératives, c'est pas un cours c'est un cours qui est plus ou moins pratique. Donc vous allez avoir une sorte de pratique. Dans les cours, c'est pas quelque chose que vous allez répéter, donc c'est pas une répétition par cœur, tout ça.
Donc, ce sont des pratiques, des choses que vous devez comprendre. Donc, ce ne sera pas un problème que pour l'évaluation, pour la compréhension. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas bien assimilé, vous pouvez me faire savoir et enfin, on peut en discuter et puis c'est tout. D'accord, merci pour votre écoute. Merci, quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc, je vous souhaite déjà bonne écoute, bonne audition et puis faites-moi savoir s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris. D'accord, bye bye et au revoir, à bientôt.